Dissected. Que vous soyez masochiste en quête d'insomnie, ou que vous ne compreniez pas l'idée même de vouloir se faire peur en appuyant sur le bouton play de votre télécommande, ce podcast est fait pour vous. Dissected met les films d'horreur à l'honneur. Vous aimez les films qui font peur? Attendez, ne raccrochez pas. Les films d'horreur sont bien avant tout des films de cinéma qui, par leur outrance, offrent parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Alors, parlons d'horreur et vous verrez, nous parlerons de cinéma et de nous-mêmes. Avant de commencer, merci à tous nos fidèles auditeurs pour leur écoute et leur retour. Le meilleur moyen de nous soutenir est de nous suivre et de nous noter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres. Alors, un petit follow et des petites étoiles sont les bienvenus si vous ne voulez pas finir dépecé par un couteau de boucher. « 2022 vient de s'achever, l'occasion pour nous de vous souhaiter une horrifique année. Mais qu'a-t-on fêté au juste ? La fin de 2022 ou la fin du monde ? Je ne sais plus, à cette heure où les forêts brûlent et les caribous disparaissent. Alors, que nous reste-t-il à faire en 2023 ? Continuer à manger jusqu'à ce qu'on en arrive à se manger soi-même. Où sont les poulardes ? J'ai faim. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèves, les pâtés de cerf, les cygnes blancs bien poivrés ? Aurait dit ce bon vieux Godefroy de Montmirail. Où sont les avant-bras fracturés, les corps carbonisés, les entrejambes bien lubrifiées, les fessiers et les paires de seins siliconés, vous diront les chefs cinéastes qui sont au fourneau des films de ce soir. Car nous vous avons concocté un petit Dissected spécial plaisir de la chair, avec 2 films au programme, le récent The Menu, réalisé par Mark Millard, et le plus ancien Society, du fameux Brian Yuzna. Dans The Menu, un groupe de touristes culinaires fortunés voyage sur une île pour y vivre une expérience gastronomique unique, concoctée par le grand et intrigant chef cuisinier Julian Slowik. Alors le groupe ne se doute pas que l'expérience qui les attend va les impliquer à ce point dans la dégustation, mais aussi dans la confection des recettes. Quant au chef Slowik, il ne se doute pas, lui non plus, qu'il sera challengé par une call girl, Margot, jouée par notre joueuse d'échecs préférée, Anna Taylor-Joy. On va tous tenir à bord ? Oui, sans problème. On sera que 12. Comment ils gagnent leur vie ? $1250 par personne, voilà comment. On va manger quoi, une Rolex ? Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable. Nous formons une famille. Oui, chef ! On récolte, on fermente, on fusionne. Ils fusionnent ? On fusionne ! Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire. Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Tout ceci fait partie du menu. Joyeux anniversaire. Dans Society, réalisé en 1989 par Brian Yuzna, un certain Bill Whitney, joué par Billy Warlock, est un adolescent issu d'une famille fortunée de Beverly Hills, en proie à de soi-disant crises de paranoïa, et de plus en plus convaincu que l'ensemble de son entourage social appartient à une société secrète se réunissant pour apprécier les plaisirs de la chair, de tout type de chair. For Bill Whitney, I've never been paranoid. fear plays a large part in family life. Je sens que quelque chose va arriver. Il a peur de sa sœur. Ferme-la moi, tu veux, chérie ? Il est sur le point de découvrir la vérité. Mais l'horreur dépasse ce qu'il pouvait imaginer. Que tu es naïf, petit Billy. Les riches ne font jamais de cadeaux aux petits pauvres comme toi. À Beverly Hills, la peur qui vous tenaille n'est qu'un prélude.
Oui, tout pour la haute société. Autour de la table de dissection ce soir et pour un menu de dégustation, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Scotty. Comment vas-tu, Scotty? Je vais très bien. Hugues. Salut, Hugues. Merci. Moi, c'est Hugo en anglais. Hugo. Et Laura. Hello. Hello, Lolo. Mais avant d'attaquer le dossier chaud qui nous réunit ce soir, je vous propose d'écouter les dernières recos de nos chroniqueurs. C'est le Zap Horreur. Watch this. Mathieu, quelle est ta recommandation horrifique de la semaine? Midnight Club. De Mike Flanagan. Et on lui doit The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, et aussi Midnight Mass, que j'ai trouvé super. C'est une véritable histoire de vampire très classique. Et donc là, Midnight Club, moi je l'aime beaucoup parce que le pitch est glauquissime. Donc c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui ont des maladies qui sont en phase terminale. Et c'est le moment où ils ont baissé les bras sur tous les traitements. Et donc on les recueille dans un hospice. Donc c'est leurs derniers instants de vie. Et le Midnight Club, c'est cette bande de gamins qui se réunit à minuit et qui se racontent des histoires horribles. Et le pitch, c'est le premier qui meurt revient pour dire aux autres s'il y a une vie après la mort. Donc c'est un bon pitch, quoi. C'est bien puissant, bien glauque. Le premier épisode, notamment, il y a tellement de jumpscares qu'on est un peu désensibilisé, quoi. Du jumpscare, et moi j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et il y en a un petit peu après, par la suite, parce qu'ils se racontent des histoires, etc. Mais formellement c'est intéressant aussi, quoi. C'est un point de vue sur l'horreur, les films d'horreur, et ce qui nous fait vraiment peur au fond, que je trouve pas mal. Donc je le conseille. C'est une série qui ne sera pas renouvelée, donc il n'y aura qu'une saison. Mike Flanagan, il a fait un post pour expliquer ce qu'aurait été la saison 2 sur un de ses blogs, et j'ai trouvé ça assez cool pour les fans hardcore de dire bon voilà ce qui se serait passé si on avait c'est sympa, il les a pas laissés en plan, quoi. Ouais. Laura, toi tu as regardé quoi pour cet épisode? Alors moi j'ai voulu regarder le film qui est soi-disant le film le plus effrayant de Netflix. Ça s'appelle Incantation, c'est sorti sur Netflix en juillet, donc c'est pas une nouveauté, un film de Kevin Co, et c'est tiré d'une histoire vraie, soi-disant, une famille en Chine ou à Taïwan qui aurait déclaré être possédée et aurait tué leur fille. Donc Kevin Co s'est inspiré de cette histoire pour créer cette histoire qui est celle de Lee Ronan, qui a été maudite depuis qu'elle a brisé un tabou religieux et elle a perturbé un puissant sanctuaire. Et donc du coup, il y a une malédiction qui s'abat sur elle et qui atteint toutes les personnes autour d'elle, notamment sa fille. Il y a la malédiction du verre de Mathieu qui a frappé. Et notamment voilà sa fille Dodo qu'elle veut à tout prix sauver. Et j'ai bien aimé en fait que le film commence par une vidéo que Lee Ronan fait aux spectateurs, à nous, elle s'adresse à nous. Et c'est un montage qui est un peu confus, c'est un peu difficile de comprendre les intrigues, mais si vous aimez les superstitions, les malédictions, je vous recommande quand même de le regarder à vos risques et périls, car quiconque, d'après Lee Ronan, va regarder la vidéo sera également maudit, ce qui, elle, l'aidera de son côté à peut-être s'en sortir. Eh bien, quant à moi, je vous recommande le très buzzable Terrifier 2, qui est donc la suite logique de Terrifier 1, si je ne m'abuse. Alors, si vous cherchez la version Disney du film d'horreur de clown, il y a les 2 derniers volets de It par Andy Muschietti, ambiance teenage movie. Alors même Euphoria et American Pie sont plus flippants, ou Riverdale si vous voulez. Et sinon vous avez la version anti-Disney du film de clown, et bien c'est ça, c'est Terrifier 2. Qui est donc disponible sur Shadows, la plateforme française de films d'horreur, et qui est toujours en salle probablement. La force du film réside clairement dans l'interprétation de Art, le clown, qui joue une version sadique du mime Marceau, on pourrait même dire le mime Marteau. Il trimballe dans son sac poubelle noir toute une série d'ustensiles qui lui servent à commettre ses crimes plus atroces les uns que les autres. Tout est fait maison et ça se sent et ça fait du bien parce que c'est aussi ça la nature du cinéma d'horreur. Il y a une scène post-crédit aussi qui nous annonce un petit Terrifier 3 qui est la suite logique de Terrifier 2 après tout. Il est temps de passer à notre dossier spécial
plaisir de la chair. Tiens, Hugues, comme tu n'avais pas de reco, tu vas nous décrire la scène d'ouverture de The Menu. Ça commence comment, The Menu? Ça commence par quelqu'un qui fume. Ah, c'est quand même pas mal pour un film sur la bouffe d'aller commencer en fumant. C'est un peu fumiste, ça. En tout cas, y a une leçon de morale qui s'ensuit immédiatement sur le même sujet. Comment ça se fait que tu fumes? On est en face d'une espèce de mini-scène de couple, à côté peut-être d'une rivière, peut-être de la mer, on sait pas trop à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver, qui arrivent du quai, et on se rend compte qu'en fait, les deux personnes qui sont nos deux héros du film, et principalement l'héroïne du film, va accompagner son copain à aller manger au restaurant. Et c'est pas n'importe quel restaurant, c'est le restaurant hyper élitiste d'un chef qui fait des plats tous plus extraordinaires les uns que les autres. On arrive sur une île où ce restaurant est isolé, le bateau repart et le film commence. Est-ce que c'est un film qui parle de bouffe avant tout? Alors, c'est un film qui parle de la nourriture au premier degré et on en a bien envie. Moi, j'adore manger. Quel Français n'est pas amoureux de la bouffe, hein? Surtout quand tu vis aux US. T'as besoin d'un film comme ça. Ça donne faim, c'est extraordinaire. Alors je suis allé le manger en plus à l'Alamo, donc on pouvait manger en même temps. Donc vraiment c'était un film au poil pour moi et à la poêle. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un aspect social qui est très important. Déjà pour commencer, c'est ce qu'on a envie d'appeler un Eat the Rich movies. Pas Hit the Rich, Eat E-A-T. On va manger les riches. Alors, aux États-Unis et de manière générale dans le monde, c'est une expression qui revient pas mal à la mode en ce moment depuis la crise de 2008. Apparemment, depuis le début des années 2000, parce qu'il y a tant de différences sociales et les niveaux de vie, la différence de niveau de vie s'accroît pas mal dans toutes les sociétés occidentales comme non occidentales. Ouais. Et c'est Eat the Rich, c'est peut-être plutôt un genre qui existait sous forme de comédie jusqu'à maintenant. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on vous a trouvé deux bons exemples au niveau des films d'horreur. Ouais. Et juste pour finir avec le Eat the Rich, ça vient d'une citation de Rousseau, faite par un certain monsieur qui s'appelait Gaspard Chaumette, qui était président de la Commune de Paris pendant la Terreur en 1793. Donc on est bien dans la Révolution, on est bien dans le message social qui convient au film. Et la quote de Chaumette, c'était « Rousseau était peuple aussi », et il disait « Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera le riche. » Donc par Eat the Rich, en fait, tu veux dire que c'est un film qui dénonce les riches, en fait. Je pense que c'est plus fin que juste les rich, mais c'est effectivement les rich people qu'on va manger. Hein. Mais il y a aussi une dénonciation sociale au sens des propre autres. Comme au figuré, je veux dire. Voilà, c'est ça. En tout cas, eux, ils vont en manger grave, et ils vont en bouffer plein la gueule, et ça fait plaisir à ce niveau-là. Je pense qu'il y a quand même un aspect à la fois psychologique et social qui est beaucoup plus fin que juste ça dans ce film-là. Moi, je trouve que la psychologie des personnages est vraiment très intéressante. Bon, ça reste un huis clos, donc c'est pour ça qu'on peut appeler ça peut-être quote-unquote un film d'horreur, même si je suis pas convaincu que ce soit vraiment un film d'horreur, mais dans les caractères de ce film-là, il y a le fan. Il y a un fan absolu qui est là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que des riches stricto sensu, quoi. C'est plutôt une collection de personnages, tous assez risibles en fait, qui sont un peu obnubilés par le culte qu'il y a en ce moment autour de la haute gastronomie, bon, qu'ils soient très riches, célébrités ou influenceurs, quoi. Donc oui, tu nous décrivais le fan. Bah ouais, écoute, qui lui voue un culte complet à ce chef. Et il y a tout un moment où on peut se poser la question et on le met en parallèle d'autres, du clan des serveurs dans le menu. Hein. Il y a les serveurs et il y a les riches qui viennent manger. Et il y a le chef entre les deux. Tu parles de culte voué au chef. Ça repose quand même sur une tendance actuelle et véritable qui est ces chefs qui... Oui, c'est ça, qui est un peu sur le modèle de Redzepi, qui est le chef du Noma, ou tous ces chefs qu'on voit dans Chef's Table, qui semblent quand même privilégier l'histoire qu'il y a autour de la bouffe que la bouffe elle-même, quoi. C'est-à-dire que il y a une espèce de déconnexion, j'ai l'impression, qui se crée entre ce que tu as dans ton assiette et toi-même, quoi, du fait de ce storytelling permanent.
Enfin, je sais pas, tu regardes un épisode de Chef's Table aujourd'hui, enfin, c'en est presque ridicule, quoi. Tu vois, chaque chef a sa petite histoire, son storytelling. Il y en a un qui fait un menu qui s'appelle carrément l'Erika, inspiré du naufrage d'un pétrolier. Il y en a un, je parlais de Redzepi, enfin c'est sur le sommet d'Ella, il est isolé sur son île comme une secte où il travaille avec les mêmes chefs en circuit fermé, tout est hyper secret. Enfin, c'est des choses complètement délirantes, quoi. Ouais, si, je vois bien ce que tu veux dire. Effectivement, je pense que la cuisine, c'est une bonne image. Le restaurant de manière générale et la cuisine en particulier, c'est une bonne image de la société parce que dans la cuisine, t'as des serveurs et tu as des cuistots qui sont complètement embrigadés. Hein, ça s'appelle une brigade de cuisine quand même, c'est pas rien. Donc ça correspond bien à ce chef qui devient ce maître suprême, cette espèce de gourou. Brigade rouge, très sanglante. Même. Ouais, exactement. Non, mais on est dans un truc complètement fasciste, quoi. Et puis en même temps, dans le restaurant, il y a ces gens qui sont d'une caste supérieure. Hein, ils utilisent le mot breed dans le film. On voit caste, on voit catégorie sociale, etc. Bref. Et je pense que là, on a une critique de l'absence du dépassement des cadres sociaux par les uns comme par les autres. C'est pour moi l'une des clés du film. C'est que personne ne bouge vraiment entre ces catégories. Et je crois que c'est une des clés parce que ce chef, lui, il a bougé entre catégories sociales. Je ne vais pas trop en dévoiler. Et il y a une autre personne qui bouge aussi entre les catégories sociales et il y a un rapprochement entre ces deux personnes. Mais sinon, tout le reste du monde, il bouge pas. Et en fait, ce film, à mon avis, il est fin à cause de ça. C'est pas un film qui appelle à la révolution brutale, etc. Même si peut-être ce film-là, il nous rappelle par contre de nous réveiller. Il nous rappelle d'essayer de brouiller les pistes et de changer de catégorie sociale ou de casser ces catégories sociales. Il faut pas rester coincé dans les règles. Et le mot règle, rules, c'est quelque chose qui est utilisé aussi par notre autre film. Donc on pourra peut-être y revenir un petit peu après. Mais là, il faut rentrer dans le jeu pour casser les règles. C'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui va rentrer dans le jeu et qui va s'en sortir parce qu'il arrive à aller au-delà des règles qui sont fixées dans ce microcosme, dans cette île et dans ce restaurant. Voilà, c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Laura, tu as vu des élites coupées, enfin d'un côté les riches qui mangent des consommés d'huîtres moléculaires dans leur sauce au jus d'algues et de l'autre côté sous-entendu les pauvres qui bouffent des chips et des cacahuètes, ou est-ce que tu as vu aussi comme Hugues une forme de glissement d'une classe sociale à une autre? Pour moi, c'est plus un groupe de personnes snobs, élitistes, dont on se moque, très arrogants. Le chef a beau être au milieu, il est entre sa brigade et les personnes dans le restaurant, il est quand même plus au final du côté de ces élites, comme tu le dis en parlant des grands chefs, qui ont un ego démesuré et qui font un peu du n'importe quoi aussi pour se faire connaître et pour être originaux. Lui aussi, on retrouve ça chez lui, et on retrouve vraiment la vie comme moi je l'imagine dans les restaurants. Tout ce qu'on entend aussi dans tous les grands restaurants, même les restaurants parisiens, des chefs qui sont sans être des stars de la télé ou sans être très connus, c'est quand même un monde très autoritaire, un monde despotique, et on retrouve vraiment ça dans ce personnage. C'est un gourou manipulateur en fait. Mathieu, t'en as pensé quoi toi? Ça nous prend par la main et ça nous emmène dans un univers, quoi. Et cette partie-là est vraiment réussie, c'est-à-dire que tout est mis en place pour qu'on se retrouve comme ça sur cette île avec ces gens dans cette ambiance-là qui est très particulière. Et pour ceux d'entre nous qui font du fine dining, c'est vrai que l'expérience c'est la moitié du plaisir et effectivement il peut se passer plein de choses folles. Et en ce moment la bouffe c'est vraiment un sujet d'obsession. Mais il y a pas que il y a un show. Tu vois ce que tu dis, ça me fait réagir un petit peu parce que la cuisine c'est à la fois un plaisir extraordinaire quand t'es consommateur, mais quand t'es producteur c'est aussi ça peut être un show quoi.
en vrai. Quand tu vois des cuisiniers japonais qui font tout un show avec du feu, avec des manipulations pas possibles pour couper, tu vois, les bouts de poisson, les trucs comme ça, qui crient, qui chantent. Il faut que tu m'amènes chez ton japonais. Même juste quand tu vois dans un très bon restaurant les cuisiniers qui sont en train de s'affairer devant toi, ou toi t'es autour du bar par exemple, et que tu vois tout ça, c'est un spectacle, quoi. Et là, on y est, tu vois. Et donc ça rejoint l'art, à la fois dans l'assiette, mais aussi dans la manière de faire. Vous connaissez Salt Bae, le cuistot qui est célèbre pour son mouvement de main comme ça, où il pose du sel. Oui. Il a facturé une table $165 000 il y a pas très longtemps. Donc c'était un steak, tu vois, couvert d'or. Oui, voilà. Et il est venu, il a commencé à couper des petites tranches comme ça. C'était, il y a une vidéo de ça. Oui, je le suis sur TikTok. Ouais. Il aime beaucoup les footballeurs. Hein. On a vu notamment Ribéry qui se faisait servir son entrecôte plaqué or. Donc c'est marrant parce qu'au final, tu vois, le fine dining, les restos de luxe, c'est devenu une représentation assez claire des dérives de la société. Et c'est un peu ça le sujet du grand méchant du film. Ils essayent un peu de rentrer dans l'art de tout ça, mais moi, je trouve qu'il manque beaucoup de choses au film. Je pense qu'on y reviendra, mais comme quoi, par exemple on sait pas vraiment pourquoi il fait ce qu'il fait. En fait, c'est pas clair. Je suis sorti du film, je me suis dit putain, j'ai passé un super moment. C'était vraiment cool. Il y a des films qui comme le bon vin, gagnent avec le temps, et des films qui décantent en nous, quoi. Et ça, c'est vraiment des bons films. J'aime cette métaphore filée. C'est super méta, là, ce que tu nous fais sur The Menu, là. Et ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, et que nous voyons à l'écran, c'est que Mathieu est en train de boire un verre de vin. Donc je me demande si ce n'est pas la boisson qui te dicte. Tu vois, c'est très performatif, en fait, hein. Tout à fait. C'est une pièce d'art contemporain sous vos yeux, Zébali. Mais oui, mais tu vois, la cuisine, c'est ça, c'est un bout d'art que tu ingères. Un bout de l'art. C'est l'art le plus proche de ton corps et que tu vas transformer en plus. Donc toi-même, tu rajoutes à cet art, puisque tu fais partie du truc, tu vas le transformer en merde, hein, voilà. Ah, mais c'est ça la toile qu'il y a dans l'entrée de ton appartement, Hugues, en fait. Non, mais la cuisine, c'est un peu le Twitter de l'art, quoi, si j'ose dire, parce que effectivement, c'est quelque chose, c'est un plaisir très passager. C'est quelque chose qui va rester très peu de temps dans ta vie. Dont tu vas pas nécessairement te souvenir beaucoup, mais qui sur le moment te fait vachement plaisir quand même. Et attends, parce que j'ai fait quelques restaurants d'excellente facture. Il y a pas si longtemps, j'étais dans un 3 étoiles à Brooklyn. Ben ouais. On voit de quel côté tu es, toi, hein. Moi, je suis du côté des méchants, là. Du côté de ceux qui prennent. Putain, je suis allé à Sur Mesure, Thierry Marx. Non, mais j'ai fait quelques rares et très bons restos. Et donc t'es plus Marx que marxiste de la cuisine, en fait. Et c'est pas du tout passager. C'est une expérience qui restera à jamais en moi, quoi. Vraiment, c'était fou, cette expérience unique. Mais tu vois, c'est ça, Mathieu. C'est un peu ça qu'interroge le film aussi, c'est de reconnecter avec la nature des choses, qui se trouve aussi très souvent dans la simplicité d'un ingrédient, tu vois. Et je trouve que le film parle d'une déconnexion entre les classes, mais aussi d'une déconnexion vis-à-vis des choses simples. Et quand force de voir des Thierry Marx qui font des points sur des assiettes, qui ont des batteries d'esclaves qui s'évertuent à faire des petits points sur des assiettes toute la soirée, je me demande si on n'a pas perdu un peu le sens de cette simplicité, quoi. Peut-être, mais alors je pense pas que le film fasse une vraie critique de ça. Je pense que c'est un moyen. Quand même. Je pense que c'est un moyen d'aborder un aspect plus social des choses. Je pense pas qu'il y ait une critique de la cuisine d'art. Ok, peut-être pas critique, mais il s'en moque beaucoup, en revanche. Surtout à travers le traitement du film, tourné comme un épisode de Chef's Table. Ouais, moi je dégustais un Diet Coke quand j'ai regardé le film, j'étais dégoûté. Alors quand même, je trouve que le film a pas non plus inventé grand-chose, hein. Dans les films qui parlent de bouffe, le premier d'entre eux, c'est quand même La Grande Bouffe de Marco Ferreri, dans laquelle un groupe de bourgeois bien en chair se met en quarantaine à la campagne pour bouffer jusqu'à en crever. Ouais, attends, La Grande Bouffe, c'est un chef-d'œuvre, hein. Donc là, tu trouves que c'est vraiment beaucoup mieux que ce film-là? Ouais. Entendre péter pendant 2 heures, toi, ça te... C'est un suicide collectif, La Grande Bouffe.
Et effectivement, on a une critique sociale un peu, mais qui est beaucoup plus pointue que The Menu. C'est pas du tout démonstratif. C'est quelque chose qui se dévoile petit à petit pendant le film. Et on se demande, mais à quel moment ils vont s'arrêter? Et ils s'arrêtent pas, les mecs. Et il est fou, ce film, pour ça, quoi. The Menu, c'est beaucoup plus démonstratif. Tout est à l'écran. Il y a pas grand chose à deviner, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont vu Triangle of Sadness ici? Vous avez pas trouvé quelques points communs avec The Menu? Absolument, ouais. J'ai trouvé que Triangle of Sadness était un film très bon, qui a des sujets un petit peu similaires à The Menu, dans notamment l'opposition entre les serveurs et les personnes riches, dans un huis clos. Sauf que dans Triangle of Sadness, il va y avoir une révolution. Donc on met encore plus en scène la déconstruction sociale et sa reconstruction qui ne débouche pas nécessairement sur une vraie solution. Ici, dans The Menu, moi j'ai trouvé ça fin, et peut-être encore plus fin que Triangle of Sadness pour ça, parce que justement, c'est ce côté rien ne change, les gens ne veulent pas changer. Et ça, c'est pas quelque chose que tu vois directement et qui est mis sous ton nez. Et en fait, il faut se poser la question de mais le film critique quoi là en fait? Et moi, ça m'a pris un peu de temps pour me dire qu'en fait, il critique notre absence de remise en question des règles de la société. Je trouvais ça très fort. Je trouvais ça plus fin parce que ça donne pas la solution. C'est à nous de la trouver. Alors le deuxième film qui est au programme ce soir parle aussi d'orgie à caractère, on va dire, peut-être un peu plus sexuel que culinaire. Même si les deux sont étroitement mêlés, hein, c'est de l'orgie, on fait pas dans la dentelle. Mais respectons les traditions Dissected. Je propose que Laura nous décrive la scène d'ouverture de Society, hein, pour nous mettre un petit peu dans le bain. Dans la scène d'ouverture, on suit Billy qui se déplace dans son appartement de façon terrifiée. Et qui est, je crois, si je me rappelle bien, tient un couteau dans ses mains et voilà, et je crois qu'il tombe sur sa mère. Oui, c'est ça, on entend des bruits glauques, des bruits de succion, de gélatine écrasée, comme on en entend un peu dans tout le film. Et voilà, ce qui nous met un peu sur la piste de ce qui va se dérouler plus tard, quoi. Ouais, on sait pas trop s'il est dans un cauchemar. Voilà, c'est ça. Le film joue beaucoup là-dessus, sur cette espèce de paranoïa, hein. Et là, c'est un peu l'inverse de ce que disait Hugo auparavant de Eat the Rich. C'est les plus riches qui forment une caste, une société qui se nourrissent des plus pauvres, et au sens propre comme au sens figuré. Excellent, c'est vrai. C'est un peu le sens inverse, hein. Je crois même que c'est la tagline du film sur l'affiche, c'est les plus... The rich have always fed from the poor, now it's for real. Ouais, et ils disent, si tu ne fais pas partie de leur clan, ils vont te manger vivant. Je ne sais pas dire si les acteurs jouent très mal, sont mal dirigés, ou si c'est un aspect voulu par le réalisateur. Mais on n'y croit pas. Ils font un peu marionnette. Il n'y a pas forcément d'émotion dans la façon où ils jouent. Et je trouve que d'un côté, au final, ça m'a plu parce que du coup, ça crée un certain malaise, cette caricature. C'est très malaisant, hein, ouais. Ils paraissent inhumains, mais dans le sens pas humain, pas homme. Et donc du coup, on ne sait pas ce qui peut arriver. À un moment, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'ils vont se transformer en monstres? On ne sait pas à quoi s'attendre au départ, parce que ça fait faux. Ils ont le regard vide, ils parlent de façon mécanique, c'est très étrange. Je pense que c'est fait exprès, et ce côté très artificiel qui renvoie à l'artificialité que dénonce le film d'une certaine manière, côté complètement fake, de pantin, de chair qui joue très très mal, pire que dans un sitcom à la Santa Barbara. Ouais, c'est un peu surjoué, donc ça, je pense arrêtez. Non, il faut absolument que j'ai réagi, je suis désolé. C'est pas fait exprès. Clairement, le scénario est nul, sauf peut-être alors les 20 dernières minutes sont relativement intéressantes, donc sautez tout, nos auditeurs, chers auditeurs, ne regardez pas le début. On est bienvenue au pays des couillons. Il y a que des cons dans ce film-là, c'est incroyable. Moi, j'en revenais pas. J'ai vraiment regardé parce qu'il fallait. Et puis après, j'ai pas regretté d'avoir regardé les 20 dernières minutes, mais non. Alors, Hugo découvre l'humour des années 89. Pour le coup, c'est un film de 1989. C'est exactement ça. Mathieu a raison. Mais Mathieu a raison. C'est le plaisir de regarder un bon film de série Z. Ah oui, voilà, non. Mais là, oui. Mais c'est de la série Z et c'est pas volontaire de la part du film. Voilà, c'est ça. C'est volontaire. Brian Yuzna, donc le réalisateur, c'est lui qui a produit Reanimator, qui est exactement dans cette veine-là. Tout est exacerbé, surjoué, mal joué.
C'est ça aussi. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est pas un grand film, hein, Society. On est d'accord. Mais ça appartient à cette catégorie de films qu'on peut regarder à certains moments dans la vie avec plaisir. Comme les débuts de Peter Jackson, tu vois, c'est Branded, c'est Bad Taste, et puis il a fini par faire. Ouais. C'est clair que les scènes d'orgie sont vraiment très 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 bien. Bon, on n'est pas dans l'Empire des Sens, hein, on est plus dans le plat de spaghettis filmé en très gros plan, quoi. Ça met vraiment très mal à l'aise, ce côté consanguin, toute cette histoire d'inceste. Ça fout tellement. C'est vrai qu'il y a quand même l'inceste. Mais c'est juste que jusqu'à la fin du film, et je sais toujours pas après l'avoir vu, on ne sait toujours pas si tout est réel ou si c'est le personnage qui imagine ces choses aussi. Là, c'est premier degré. Je suis bien d'accord. C'est du réel. Non, c'est un vrai film de paranoïaque. Comme souvent les films d'horreur un peu très poussés, un peu extrémistes visuellement comme ça. T'as 2 lectures, premier degré et deuxième degré. Et il y a une lecture du film qui est le personnage principal est complètement chié de la tête. Il a besoin d'aide professionnelle. Et c'est ce qu'il voit, quoi. Ok, mais je pense quand même que dans ce film-là, on est au premier degré. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on finit pas sur le héros qui se pose des questions ou qui va dans un endroit particulier où on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? On se pose des questions. Non. Le chef se dit, et dit à son copain, there's an opening in Washington next summer. Et voilà, comme si de rien n'était, et on repart à zéro. Donc c'est une touche comique, bien sûr. Mais on finit sur eux qui sont vraiment là. Et on finit pas sur lui qui se pose des questions. Billy se pose pas de questions. En fait, il va y avoir un Society 2. Tu sais pas encore. Oui, viens, on le fait. Hugues, tu veux être réalisateur ou acteur ? Moi, acteur, parce que je pense que je joue aussi bien que Billy. Tu vois, il y a pas de problème. Ouais, mais c'est vrai que tu fais un petit peu Michael J. Fox de bas étage, comme Billy, quoi. Absolument. On peut faire du comique, y a pas de souci. Bon, alors, en plus, on fait jouer nos enfants. On passe au 3F. Quel est le plus gros fail que vous avez identifié dans ces 2 films Il y a un Deus Ex Machina dans The Menu, c'est-à-dire que on va dire il y a des facilités scénaristiques qui sont pas très bien expliquées, je trouve, notamment une où il y a un personnage qui va être envoyé quelque part et trouver une arme qui va lui permettre de faire un certain nombre de choses. Et scénaristiquement, ça collait pas très bien. Fear Factor. Ah, moi, j'ai un fear. Vas-y. Ah, pas mal. Tu m'as fait sursauter, Laura. Ah oui. Le claquement de main qui se passe dans The Menu et qui revient plusieurs fois. Ce petit geste très simple est quand même assez dérangeant. Et ces claquements de main deviennent de pire en pire, de plus en plus forts au fur et à mesure du film, je crois. Fun. Moi, j'y vais pour le fun. Hein. C'est à un moment donné dans Society, il débarque chez sa petite copine qui lui propose un thé et lui case dans la conversation avec ton thé, tu veux de la crème ou du sucre ou tu préfères que je pisse dedans, mais la manière dont elle dit ça, en fait. Ah, ça traduit bien le petit côté film pour adolescents qu'on aime. Ok, best quote de la night. On va faire un petit jeu. De quel film c'est tiré ? The Menu ou Society ? Is it really that boring being rich ? I guess you're just naturally fucked up. Donc, est-ce que c'est si chiant que ça d'être riche ? Je pense que vous êtes juste naturellement complètement chié de la tête. Alors, je crois que c'est dans Society. Ouais, c'est dans Society. C'est le flic Sergeant Burtz qui fait un commentaire salace sur ce qu'il observe, mais ça s'applique bien aux 2 films, je trouve. Moi, j'ai une quote de The Menu d'Elsa, qui est le bras droit du chef, et qui, lorsque un des clients assez prétentieux se rebelle, pour le calmer et le remettre à sa place, il lui dit « You will get less than you desire and more than you deserve ». So, tu auras plus que ce que tu désires et moins que ce que tu mérites. Et voilà, je trouve qu'elle résume aussi bien, très bien la situation qui se passe dans le menu, une sorte d'avertissement. Mais je ne veux pas en dire plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 14e épisode de Dissected sur le thème ce soir des plaisirs de la chair avec The Menu de Mark Millard et Society de Brian Yuzna. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre et à nous noter avec des petites étoiles.
Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dissected_podcast ou sur Facebook, dissected.thepodcast. Et rendez-vous le mois prochain pour un épisode spécial autour du bullying où nous disséquerons Carrie, le fameux film de Brian De Palma, et le plus récent Piggy de Carlota Pereda. En attendant, n'oubliez pas que le film d'horreur est peut-être moins celui que vous voyez sur votre écran que celui qui se joue tous les jours de votre vie.